Bonjour à tous. Donc le thème de mon intervention d'aujourd'hui sera en effet la présence d'une banque centrale est-elle compatible avec la souveraineté étatique? Tout d'abord, je remercie les organisateurs de ce colloque de m'avoir invité à discourir sur la question des banques centrales. Bien qu'étant éminemment de nature géopolitique, cette question est un sujet trop peu souvent abordé, eu égard à ses enjeux, car elle est à l'origine d'un nombre considérable de désordres politiques, économiques, sociaux et militaires. Je vous propose d'analyser le concept de banque centrale avant de répondre à la question de savoir si ce concept est ou non compatible avec la souveraineté étatique. S'agissant des banques centrales, je commencerai par une citation de Carol Quigley, qui a justement présenté les choses de la façon suivante. Les puissances du capitalisme financier avaient un plan de grande envergure, rien de moins que de créer un système mondial de contrôle financier dans les mains du secteur privé, capable de dominer le système politique de chaque pays et l'économie mondiale d'un seul tenant. Au fil du temps, le système bancaire s'est en effet intégré à différents niveaux. Il s'est internationalisé et concentré, dans le même temps qu'il s'est consolidé par zone géographique au moyen des banques centrales. La banque est une entreprise privée de nature internationale. Elle est détenue par des personnes privées qui restent le plus souvent anonymes. Dire que la banque est une entreprise privée signifie qu'elle a pour mission de mettre en œuvre les intérêts privés de ses propriétaires. En tant qu'entreprise privée, la banque n'a jamais eu pour mission de remplir une fonction de nature politique concernant l'intérêt commun. Les choses doivent être à cet égard parfaitement claires pour tout le monde. Aujourd'hui, les banques sont organisées en groupes d'entreprises qui forment un nuage capitalistique. L'organisation des multinationales sous forme de groupes de constellations capitalistiques est un moyen essentiel pour rendre anonymes les véritables détenteurs des capitaux de ces entités tentaculaires. Il est parfois très difficile, même pour des services d'État, de remonter aux associés décisionnaires des groupes d'entreprises en raison du nombre de sociétés, de leur imbrication dans de multiples États et de la multiplicité des formes sociales juridiquement disponibles. Il faut évidemment ajouter à cela que certains États, sous la coupe du droit anglo-saxon, organisent eux-mêmes l'anonymat des détenteurs de capitaux de certaines structures juridiques utilisées à des fins professionnelles, telles les trusts anonymes. La pratique des groupes d'entreprises permet aux détenteurs actifs des capitaux de prendre au niveau mondial un poids économique et politique de plus en plus important, tout en restant dans l'ombre, c'est-à-dire à l'abri de toute responsabilité politique. S'agissant du poids respectif des banques par rapport à celui des États, nous pourrions citer par exemple BNP Paribas, dont le bilan officiel s'élève pour 2017 à 1960 milliards d'euros, à comparer avec le PIB de la France pour la même période, qui s'élève à 2163 milliards d'euros. Néanmoins, ces chiffres officiels de revenus d'exploitation des banques ne sont pas significatifs, car ils font l'objet de trop nombreuses manipulations liées à l'existence d'une opacité juridique et comptable internationale d'ordre systématique. La présence de trop nombreuses filiales dans les paradis fiscaux qui ne font pas apparaître les donneurs d'ordre. L'organisation en groupe d'entreprises permettant, via le commerce intragroupe, l'optimisation fiscale. Les manipulations consistant à faire passer une partie des actifs en hors bilan, ainsi que la quasi-liberté d'évaluation comptable des actifs, le fair value, imposé par la comptabilité IFRS qui s'évite au niveau international, ont pour conséquence que les résultats financiers de ces groupes présentés au public n'ont aucune valeur réelle et ne permettent pas de se faire une idée correcte de la véritable puissance capitalistique des conglomérats bancaires. En outre, il faut garder à l'esprit que le rapport de force entre les banques et les États ne se situe pas seulement au niveau capitalistique. Il passe également par la participation de certaines banques, par le biais de leurs donneurs d'ordre effectifs, à la détermination des normes comptables et bancaires internationales. Il passe aussi par les liens économiques, juridiques et parfois humains qui existent entre les propriétaires de certaines banques et les groupes industriels exploités sous forme de cartels. Il faut aussi préciser que ce sont les grandes banques, prioritairement celles opérant à la City, qui ont organisé le réseau des paradis fiscaux fondé sur les trusts anonymes. Ce réseau est juridiquement supervisé par les grandes firmes anglo-saxonnes d'audit et de droit, les fameuses Big Four. Ainsi, les capitaux cachés dans les paradis fiscaux sont sous l'entier contrôle des grandes banques d'affaires internationales. Non seulement ces réseaux opaques servent à collecter tout type d'argent, mais surtout, ils permettent aux banques qui y siègent d'utiliser cet argent comme bon leur semble, aucune réglementation ne venant entraver leurs activités. Le système établi par les banquiers s'est consolidé au niveau de chaque État, ainsi que par zone géographique, au moyen de banques centrales, afin de centraliser la gestion des monnaies.
Historiquement, sur le territoire de chaque État, les propriétaires des banques privées les plus importantes se sont associés pour créer une banque centrale. Il en a résulté que l'affectation des ressources monétaires est devenue un monopole des banquiers privés coalisés, lesquels détiennent le monopole de l'affectation des ressources monétaires. L'idée d'une banque centrale a été vendue par les banquiers aux autorités publiques, politiques, par les services qui seraient rendus à l'État par cette centralisation. Dès lors, les États se sont portés garants de capitaux privés investis dans ces banques centrales. La Banque d'Angleterre en 1694, la Banque de France en 1800, la Fed en 1913, la Banque des règlements internationaux en 1930, le système européen de banque centrale, décidé en 92 et entré en vigueur en 99, la Banque centrale de la Fédération de Russie en 1990 reflètent toutes un désengagement des instances politiques de l'État dans la gestion centralisée des masses monétaires en circulation. La distinction mensongère entre gestion monétaire et gestion publique et politique est maintenant définitivement actée par les institutions. Or, puisque le monopole monétaire est détenu par des intérêts privés, la monnaie ne peut structurellement plus remplir son rôle de facilitation des échanges, rôle qui est pourtant à l'origine même de sa création. Dès que l'on tente de questionner la pertinence de l'indépendance des banques centrales vis-à-vis des gouvernements, la plupart des interlocuteurs vous renvoient aux conséquences de la planche à billets de Weimar. Toutefois, l'épisode de Weimar est une mauvaise réponse, car l'hyperinflation de cette époque a été le résultat d'une politique elle-même très largement sous domination capitalistique. Par ailleurs, depuis Weimar, les banquiers eux-mêmes ont été officiellement assez créatifs pour remplacer la méchante planche à billets par le quantitative easing, qui entraîne une stagflation, dont les résultats sont bien plus satisfaisants pour les banquiers que l'inflation, leur permettant même d'accroître encore leur accaparement. Certains rétorqueront que certaines banques centrales, telles que la Banque de France, ont été nationalisées. Mais là encore, il faut s'entendre sur les termes. Que signifie réellement une banque nationalisée par un État dont les moyens d'action dépendent entièrement du bon vouloir des banques et des marchés, c'est-à-dire des principaux propriétaires de capitaux? Au vu de l'évolution du rapport de force entre banques et États, la véritable question qui doit aujourd'hui être posée et publiquement débattue est la suivante. Les États sont-ils encore des entités juridiques indépendantes de leurs banques? Nous allons voir les conditions dans lesquelles quelques-unes des plus grandes banques centrales sont nées et évoluent. La Banque de France, fallacieusement présentée comme intimement liée à l'histoire de la nation, la Banque de France a été conçue, comme toutes les banques centrales, comme une entreprise capitalistique détenue par des personnes privées. L'idée de sa création a été susurrée au premier consul Bonaparte, lui-même alors principal actionnaire, par un banquier, Jean-Frédéric Perregaux, lui-même régent de cette banque. La fiche Wikipédia de ce banquier fait référence à ses liens avec d'autres banquiers. Il a fait l'apprentissage du commerce et de la finance à Mulhouse, où il apprend l'allemand, à Amsterdam et à Londres. Puis il s'installe à Paris en 1765, où il travaille pour Jacques Necker et fréquente le salon de l'hôtel Télusson, tenu par la veuve du banquier genevois Georges Toby de Télusson, actionnaire de la banque Girardot. En 1781, avec l'aide de son compatriote Isaac Panchaud, banquier financier britannique d'origine suisse, il fonde sa propre banque en s'associant au banquier Jean-Albert Gumpelsheimer, ancien correspondant à Paris de plusieurs banquiers européens. La Fédérale Réserve est née sous les mêmes auspices d'une banque privée présentée comme une banque publique à l'initiative de banquiers. Créée à l'occasion d'une petite coterie composée de banquiers influents et d'hommes politiques à leur solde, on retrouve à l'initiative de la Fed le sénateur Aldrich, qui entretenait des relations d'affaires avec JP Morgan, lequel était le beau-père de John Rockefeller fils. Abraham Piatt Andrews, secrétaire assistant au Trésor américain. Frank Vanderlip, président de la National Bank of New York, plus puissante banque américaine qui représentait les intérêts financiers de William Rockefeller et de la société Kuhn & Loeb Company. Henry Davison, principal associé de JP Morgan Company. Charles Norton, président de la First National Bank of New York. Benjamin Strong, directeur général de la JP Morgan's Banker Trust, qui en devint PDG 3 ans plus tard. Et enfin, Paul Warburg, allemand naturalisé américain, partenaire de la Kuhn & Loeb. Il représentait également la dynastie bancaire Rothschild en Angleterre et en France. La Banque centrale de la Fédération de Russie. Nous avons en Occident peu d'informations disponibles sur la première banque centrale russe, la Banque d'État de l'Empire russe, créée le 31 mai 1860 par oukase du tsar Alexandre II, et dont la mission semblait être d'accorder des prêts à court terme aux entreprises russes. Nous avons également assez peu d'informations sur la Banque d'État de l'URSS. En revanche,
nous disposons de davantage d'informations sur la Banque centrale de la Fédération de Russie, fondée le 13 juillet 1990 à partir de la Banque de la République de Russie, émanation de la Banque d'État du RSS. Cette banque fonctionne sur le modèle des banques centrales occidentales. Elle est le régulateur du système bancaire russe, octroie des licences aux opérateurs bancaires, définit les principes de gestion et les normes comptables applicables au secteur bancaire, est prêteur de dernier recours des établissements financiers, est responsable de la politique monétaire russe, notamment par la fixation des taux d'intérêt interbancaires, sous la réserve qu'elle est membre à part entière de la BRI, chargée d'élaborer les politiques monétaires qui seront suivies par ses membres. La BRI est une entité privée dont la moitié du capital appartient aux banques centrales d'Allemagne, d'Angleterre, de Belgique, de France, d'Italie et des États-Unis. Les gouverneurs de ces 6 banques centrales se partagent la direction de la BRI. La Banque centrale de la Fédération de Russie semble, depuis sa création, suivre une politique monétaire constante consistant à limiter l'offre de monnaie disponible. Cette politique monétaire a pour conséquence mécanique le fait que la Russie ne dispose pas d'une économie réellement indépendante, à la fois vis-à-vis de l'étranger et vis-à-vis de ses matières premières. Le 14 septembre 2018, la Banque centrale vient une fois de plus de relever son taux directeur d'un quart de point pour le fixer à 7,5%. Cette politique monétaire restrictive est la raison précise pour laquelle la Russie n'arrive pas à devenir un réel acteur économique de poids à l'échelle mondiale. Rappelons que la Chine est devenue la puissance économique que nous constatons aujourd'hui qu'en raison du fait que les conglomérats financiers anglo-saxons lui avaient procuré les capacités de financement nécessaires en investissant massivement sur son territoire. Aujourd'hui, les capacités économiques acquises par la Chine lui permettent d'envisager de devenir son propre acteur économique et financier. La situation en Occident est exactement inverse à celle que connaît la Russie. La stratégie occidentale des banquiers consiste à fournir une profusion de liquidités via des prêts, ce qui a pour effet direct la création d'énormes bulles sur les actifs, bulles destinées à éclater en appauvrissant les classes moyennes. Le résultat de ce désastre économique est une augmentation de la concentration des richesses dans les mains de ceux qui ont organisé les dites bulles. La politique monétaire appliquée par différentes banques centrales membres de la BRI s'inscrit dans le cadre du changement de paradigme monétaire international voulu par les grands banquiers. Le passage du dollar au DTS en tant que monnaie mondiale. L'appauvrissement économique des uns, l'Occident mené par les USA. La stagnation économique des autres, la Russie. Et l'enrichissement économique des troisièmes, la Chine, a pour objectif de faire piloter et contrôler par les banquiers à la manœuvre le pourcentage de DTS qui sera in fine détenu par les différentes régions du monde. À ce propos, permettez-moi d'ajouter que la guerre économique menée actuellement par le président Trump s'inscrit parfaitement dans la démarche stratégique des banquiers centraux consistant à rééquilibrer les différentes zones géographiques. Il s'agit surtout de réduire la puissance économique américaine afin que celle-ci ne prenne pas trop de poids dans le panier de monnaie composant les DTS. Il est intéressant de connaître également les conditions de la naissance de la Banque des règlements internationaux. Encore 3 minutes. Officialisée à l'occasion du plan Young de 1930. Cette banque est la traduction institutionnelle d'un plan élaboré par les conglomérats d'intérêts bancaires et financiers. En 1920, John Foster Dulles, représentant les intérêts de la Banque d'Angleterre et de JP Morgan dans l'Europe d'après-guerre, rencontre Hjalmar Schacht, alors fonctionnaire subalterne auprès de l'autorité bancaire allemande, créée par les Alliés. En 1922, Schacht fait part à John Foster Dulles d'un nouveau système financier international permettant de financer l'Allemagne. Il s'agit de remplacer les emprunts d'État par des emprunts à des entreprises publiques mises en situation de monopole. Ce plan Schacht-Dulles-Morgan, puisque la lettre de Dulles a été transférée à un associé de JP Morgan, donc ce plan sera mis en œuvre au cours des années qui suivent. Ainsi, ce qui deviendra la BRI est à l'origine des cartels internationaux basés en Allemagne et dirigés par les Britanniques, qui fut créé dans les années 20. Schacht lui-même sera nommé commissaire à la monnaie nationale allemande en novembre 1923 et un mois plus tard président de la Reichsbank. Je passerai donc sur beaucoup d'autres détails en omettant également la création des cartels, notamment IG Farben et le cartel de l'acier, qui est à l'origine des institutions actuelles de l'Union européenne, pour arriver directement au fait que, à la réponse à la question en fait, qui est que on ne peut affirmer aujourd'hui que l'État tel qu'actuellement conçu est entièrement dominé par le système bancaire. On peut affirmer que l'État tel qu'actuellement conçu est entièrement dominé par le système bancaire. Or, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est Napoléon qui l'a dit.
Sans les banques, les États n'ont aujourd'hui aucun moyen financier propre pour atteindre les objectifs étatiques qu'ils se fixent. En abandonnant dans des mains privées sa fonction régalienne de battre monnaie, l'État s'est volontairement placé dans une position d'infériorité par rapport aux détenteurs du fait économique. Privé de toute substance politique, l'État est devenu un simple outil de pouvoir en main des banquiers anonymes. Le système financier mondial est aujourd'hui piloté par les principaux banquiers qui œuvrent à la City, qui contrôlent la grande majorité des banques centrales et des paradis fiscaux de la planète. Entre les mains des banquiers, la monnaie est devenue un bien matériel qu'ils ont accaparé. Largement considérée comme un simple actif, la monnaie a perdu sa valeur comptable neutre d'actif passif. En falsifiant le concept juridique et comptable de monnaie, les banquiers ont pu corrompre les systèmes politiques et les hommes qui les incarnent, de façon à dominer le fait politique. Cette appropriation du phénomène politique par les principaux propriétaires d'organismes bancaires s'est produite par le biais du contrôle intégral du phénomène économique par les dits banquiers. Ce contrôle s'est réalisé par deux moyens principaux, le contrôle des monnaies via les banques centrales et l'anonymat des capitaux. L'anonymat a permis aux banquiers d'organiser un accaparement discret des biens tangibles de cette terre, sans soulever la juste indignation que n'aurait pas manqué de faire une appropriation ouverte, aussi violente eût-elle été. Le contrôle des masses monétaires en circulation a permis le contrôle par corruption du phénomène politique et le développement des moyens légaux d'appropriation des biens. C'est ainsi que les États ont eux-mêmes organisé l'anonymat des capitaux qui permettent aux propriétaires contrôlant les grandes banques de rester anonymes. Ce système intégré favorise et rend possible le phénomène d'accaparement généralisé des biens par une combinaison de moyens légaux assumés, lobbying, optimisation fiscale, fusion-acquisition, jeu sur les taux d'intérêt directeurs, etc., et de moyens légaux détournés qui relèvent d'un consensus international officieux tel que les paradis fiscaux. Je vous demande de conclure. En conclusion, il n'existe de pouvoir politique que monétairement souverain. La présence des banques centrales est un empêchement dirimant à l'exercice du pouvoir par des hommes politiques. L'exercice des banques centrales a pour effet mécanique de rendre obsolète le concept politique. Les hommes politiques et les États deviennent par le fait des banques centrales une simple émanation des intérêts catégoriels des grands banquiers qui règnent sans partage et sans contre-pouvoir sur le monde. Les techniques de contrôle monétaire sont parfaitement rodées et mises en application par les grands banquiers, au moyen des banques centrales qui ont elles-mêmes organisé au niveau mondial leur anonymat et le secret de leurs affaires. En contrôlant l'affectation des ressources monétaires, les banquiers décident réellement qui sera riche et qui sera pauvre, aussi bien au niveau des individus et des entreprises que des groupes socio-économiques, des États eux-mêmes et plus largement des zones géographiques. Merci. Dans ce contexte, la création de richesses devient artificielle. Elle est pilotée par les banquiers. Madame de Sévigné avait coutume de dire prenez le temps de faire court. Merci madame. J'ai une dernière phrase. Allez-y. Et ne remplit qu'un seul objectif, satisfaire leur insatiable soif de pouvoir et mener le monde vers un gouvernement mondial qu'ils contrôleront définitivement de façon absolue. Merci. Le modèle de civilisation sédentaire cédera alors définitivement la place au modèle nomade. Merci madame, bravo.